cette recherche, hein, qui n'a pas vraiment de prétention autre que de raconter directement par vidéo, comme ça, 40 minutes par jour, tout le parcours de l'enquête que j'ai été amené à raconter déjà dans les indispensables, dans ces bandes dessinées, cette série de BD qui en est actuellement à 10 tomes. Voilà, comme en parallèle, on m'a demandé pas mal de conférences pour des lycéens, des groupes d'adultes, des groupes d'étudiants. Voilà, ici on a un peu un mélange des deux. On fait quelque chose qui se rapproche plus de la conférence, bien sûr, mais qui est donc une autre façon de raconter les choses dans un autre ordre et qui peut éclairer certains. En tout cas, merci pour ceux qui m'encouragent à continuer, ceux qui posent des questions. Voilà, je n'ai pas toujours le temps de répondre avec le clavier parce que je ne suis pas très compétent au clavier. Je préfère le pinceau et les couleurs. Mais si je peux répondre un peu dans les conférences, eh bien c'est très bien. Alors aujourd'hui, nous allons raconter nous allons découvrir donc le récit authentique, enfin bien sûr traduit en BD, mais authentique, d'une découverte qui a pas mal bouleversé notre vision du monde. Elle venait peut-être confirmer la vision du monde de certains dans l'Antiquité. Elle venait au contraire faire s'effondrer tout un pan de croyances à ce sujet-là. On va voir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion de rappeler que cette enquête, eh bien, comment dire, elle tient compte, elle prend en compte, elle est une compétition entre des courants de pensée, les grands courants de pensée dans lesquels tout être humain a pu se retrouver d'une façon ou d'une autre depuis l'Antiquité et je dirais jusqu'à nos jours. Hein, c'est beaucoup les philosophes grecs qui ont motivé cela, mais on va voir aussi bien sûr l'hindouisme lointain, bien sûr le matérialisme qui vient des Grecs aussi, et puis la pensée d'Aristote, la pensée des Hébreux, mais aussi celle des sages égyptiens, babyloniens, etc., etc. Vous voyez, donc toutes ces pensées, eh bien, nous les confrontons, pour autant que nous pouvons le faire, dans la mesure où elles sont des représentations du monde, eh bien, nous pouvons les confronter à la vraie réponse sur cette question. Encore une fois, c'est simple. Le soleil a-t-il eu un commencement? Oui, non, ne sait pas. Chacun pouvait donner son avis pendant des milliers d'années, depuis 3000 ans, 4000 ans, jusqu'au jour où on a enfin la vraie réponse. Et qu'elle nous plaise ou pas, c'est la réponse, elle est définitive. Oui, le soleil a eu un commencement, il n'est pas du tout éternel, et d'ailleurs nous voyons d'autres soleils grâce à nos outils de télescopes et autres, nous voyons d'autres soleils qui sont en train de s'allumer, d'autres qui s'éteignent définitivement. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui ce que j'appelle un certain nombre d'indices qui nous permettent d'y voir plus clair et de regarder si tel ou tel courant de pensée depuis l'Antiquité a mieux compris les choses. Et puis ça peut être l'occasion, si des gens s'en sentent l'initiative, de démarrer des nouveaux courants de pensée, des nouvelles façons de comprendre. Bon, s'ils sont suivis par des disciples, alors faudra les analyser, les étudier aussi, voir s'ils sont allés jusqu'au bout du questionnement. Là, c'est ce que nous pouvons commencer à regarder. En tout cas, on va voir cette découverte euh, qui a bouleversé notre façon de voir les choses au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Voilà, je vais lancer la, la vidéo. En tout cas, dès le départ, vous voyez, on voit qu'il y a un os, comme dans toutes les BD. De cette nouvelle histoire, il y a encore un os. Il y a un os, Wilson, mais pas n'importe quel os. Damn it. Tu as vu l'heure, Penzias? Laisse-moi dormir, please. Ouais, un os énorme, Wilson. Ça se passe encore dans le New Jersey.
Mais cette fois-ci, nous sommes en 1965. Oh, encore cette satanée interférence. Mais oui, toujours pareil, pas moyen de se débarrasser de ce fichu bruit parasite. Ah bon sang, tout essayé, il y a vraiment un os, ce truc n'est pas normal. Dis-moi, est-ce que je rêve, Wilson? On est bien des radioastronomes diplômés tous les deux. Yes, exact. On est bien embauchés depuis 2 ans par les téléphones Bell avec mission de restaurer cette fichue antenne. Tout ça pour améliorer la communication avec le satellite Echo, qui est tout là-haut, dans le ciel, pour les téléphones. Yes, exact. Tu sais quoi, Wilson? Cette opération, ça aurait dû être une simple formalité. Et voilà 1 an qu'on se bagarre avec cette fichue interférence sans savoir d'où elle vient. Ouais, c'est vrai, ok, yes. Bon, tu te souviens, on a tout nettoyé 36 fois, on a démonté, on a remonté, on a vérifié les soudures, les rivets, on a enlevé les crottes de pigeons. Yes, 1 an déjà dans ce trou paumé de Crawford Hill. Bon, et pour obtenir quoi? Aucune amélioration, zéro. Rien, zéro changement, tout pareil. J'en ai marre, Wilson, je prends des vacances, I'm taking holidays. Attends, on pourrait appeler ce type de Princeton. Ouais, quel type? Mais tu sais, ce prof-là de l'université dont Bernie Burke t'a parlé. Qui ça? Robert Dyke? Princeton University, mai 1965. Ah, allô, professeur Dyke? Oh yes, Bob Dyke, du département de physique atomique. Oh, vous avez un problème d'interférence, et alors? Ah bah, adressez-vous plutôt au téléphone Bell, mon vieux. Vous entendez, les gars? Quoi? Justement, vous bossez pour Bell? Ah, bon, sur une antenne de liaison satellite? Écoute, attendez, ça m'a l'air sérieux. Vous dites que vous écoutez la Voie lactée sur une longueur d'onde de 7,5 cm? Ok, je note. Vous travaillez sur quel type d'antenne? Ah, un réflecteur d'antenne de 20 pieds pour les satellites Goodgrave. Et vous captez cette interférence quand vous pointez dans quelle région du ciel? Sur n'importe quelle région, professeur. De jour comme de nuit, en toute saison, elle est partout. Pas partout. Mais vous êtes où déjà dans l'univers? Oh, à 50 km de votre bureau, professeur Dyke, à Crawford Hill. Vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas nous louper. Un réflecteur de 20 pieds, ça passe pas inaperçu. Attends, quoi? Il va venir ici, le professeur Dyke, pour de simples parasites? Quoi, tu as dérangé le célèbre professeur Robert Henry Dyke, patron de la recherche à l'université de Princeton, pour des interférences? Il va venir ici aujourd'hui même? Ah non, je te rassure, il va pas venir aujourd'hui. Ah ouf, pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il arrivait dans 1 heure, hein. Tu imagines, hein? C'est comme si on dérangeait, je sais pas, disons, l'ex-vice-président Nixon pour un vulgaire problème de plomberie. En fait, Dyke n'arrive pas aujourd'hui, hein. Il arrive demain matin. Richard Nixon? Mais non, pas Richard Nixon, Bob Dyke. Il arrive demain avec son équipe. Robert Henry Dyke. Bon, écoute, on se calme. Si Dyke vient ici, c'est que sûrement quelque chose l'intéresse. Mais quoi et pourquoi? What and why? Ouais, les gars, j'ai bien l'impression que ces gars de téléphone Bell ont trouvé sans le savoir ce que nous cherchons depuis 15 ans. Bon, et qu'est-ce que c'est que cette chose qu'ils cherchent depuis 15 ans, professeur? Ah, vous allez voir, dès le lendemain, le professeur Dyke, accompagné de Wilkinson et Roll, y roule vers Crawford Hill, à moins d'1 heure de route de leur prestigieuse université de Princeton. Oh, quel suspense! Dommage que Jim Peebles ne soit pas venu avec nous. Ah oui, c'est quand même lui qui a le plus travaillé sur cette question. Et Bob, tu crois vraiment que les gars de cette antenne pourraient avoir trouvé quelque chose? Ouais, d'après ce qu'ils m'ont dit hier, c'est tout à fait envisageable. Non. Mais c'était quoi cette fameuse découverte? Quelque chose qui allait révolutionner complètement notre vision du monde. Croyez-moi les gars, c'est du sérieux. Arrivés sur place, Dyke et son équipe purent vérifier
tous les réglages de Penzias et Wilson et constater la présence de l'étrange parasite. Et après plusieurs heures de calculs techniques dont vous épargneront les détails, wow, c'est dingue, incredible. Bon, écoutez les gars, cette interférence dont vous vouliez à tout prix vous débarrasser, de notre côté, vous voulez qu'on vous dise, nous la cherchons depuis 15 ans, sans y arriver. Quoi, vous la cherchez? Mais alors, vous savez ce que c'est? Bien sûr, nous savons. Et vous allez le savoir aussi. Ah, mais c'est quoi? C'est le rayonnement fossile, autrement dit, la preuve du Big Bang. Tadam! Le Big Bang, mais c'est impossible. Ah, attendez, vous voulez dire le Big Bang, Big Bang, le commencement de notre univers? Mais voyons, toute la communauté scientifique sait parfaitement que l'univers est éternel. Il n'y a pas de Big Bang, no Big Bang, il n'y a pas de beginning, pas de commencement. Le commencement, c'est juste bon pour les religions, les croyances, no Big Bang. Écoutez Wilson, vous pouvez avoir toutes les croyances que vous voulez, mais le fait est là. Avec votre antenne, vous captez le rayonnement fossile du Big Bang. Donc vous confirmez du même coup les théories de Friedman, Lemaitre, Gamow et Peebles. Oh! Car, en fait, nous étions sur le point d'y arriver avec mon équipe. Donc venez à Princeton, quand vous voudrez, on vous donnera les détails. En tout cas, bravo, et vous aurez sûrement un prix. Oh. Attendez, mais ça c'est authentique tout ça? Oui, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est la confirmation du Big Bang? Alors je vous explique. L'idée d'un commencement de notre univers vient d'une intuition. L'univers n'est pas statique, mais en expansion. Il s'agrandit. Vous voyez, c'est ce que Hubble confirmera en 1929. Au départ, il y a 3 chercheurs, Alexander Friedman, Georges Lemaitre et Georges Gamow. Bon. Dès 1922, Friedman et Lemaitre pensent que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que la chaleur et la lumière diminuent de façon constante. Autrefois, l'univers était donc beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud et beaucoup plus lumineux qu'aujourd'hui. Si ce scénario est exact, pense Gamow, on doit pouvoir trouver une trace de cette lumière et de cette chaleur intense du commencement de l'univers. Et on devrait trouver cette trace sous forme de rayonnement électromagnétique. Mais leurs hypothèses avaient été très sévèrement critiquées par la communauté scientifique qui refusa ce scénario. Einstein lui-même l'a refusé. Einstein s'était longtemps opposé à l'idée d'un univers en expansion parce que c'était contraire à sa philosophie. Oh, l'univers est statique, voyons. Mais finalement, devant les preuves de Hubble, il finira par reconnaître son erreur. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Et il dira, avec honnêteté, c'était la plus grosse bêtise de ma vie. Fred Hoyle, lui aussi, préférait l'idée d'un univers éternel et statique qui lui semblait beaucoup plus conforme à la raison, puisque Platon, Spinoza et Nietzsche le disaient. Ils disaient tous que l'univers est éternel. En 1949, au cours d'une célèbre interview à la radio, à la BBC, Hoyle invente le mot Big Bang pour se moquer de cette théorie d'un commencement de l'univers. Ha ha, un commencement de l'univers, un Big Bang, ha ha ha, c'est comique, non? Malgré tout, depuis 1950, Dyke, Peebles et leur équipe de Princeton recherchaient ce rayonnement fossile, électromagnétique, qui, s'ils le trouvaient, devait confirmer la théorie de Gamow. Mais ils n'avaient pas la bonne antenne. Penzias et Wilson, les deux qui ont capté, ils ont capté avant l'université ce rayonnement fossile de la lumière originelle de l'univers, une lumière qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Ce rayonnement, qui est très ancien, très vieux, 13 milliards d'années, a été dilué et refroidi par l'expansion de l'univers et par le temps. Il est passé par l'ultraviolet et l'infrarouge pour arriver jusqu'à nous sous forme de micro-ondes, conformément aux prévisions de Georges Gamow dès 1949, avec Hermann et Alpher. Vous voyez, autrefois, l'univers était alors concentré dans un volume 1 milliard de fois moins grand qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de matière, c'était que de l'énergie.
Penzias et Wilson, grâce à leur captation de ce rayonnement fossile du Big Bang, recevront le prix Nobel de physique en 1978. Il y a donc un premier os dans l'idée d'un cosmos éternel de Platon, Nietzsche, Spinoza et Hoyle. En fait, notre univers a bel et bien un commencement et il est en expansion, comme l'ont confirmé les observations des télescopes envoyés dans l'espace, COBE en 1993, WMAP lancé en 2001 et actuellement il y en a un nouveau, je crois. Nous retrouvons Penzias et Wilson encore sous le choc de cette information qu'ils ont contribué à confirmer. Notre univers n'a pas toujours existé, alors comment est-il là? Qu'est-ce qui t'a pris de réagir comme ça devant le professeur Dyke? Mais ça ne peut pas être le Big Bang, c'est pas possible. Et pourquoi? Mais parce que ce serait la preuve que l'univers n'est pas éternel. Bon, et alors, quel est le problème? Mais alors, ça voudrait dire que Friedman et le maître avaient raison, et que le grand Fred Hoyle se serait trompé. Bon, et alors? Mais alors, figure-toi que le grand Fred Hoyle a été mon professeur à l'université de Caltech. J'ai été l'élève du plus grand adversaire de cette théorie absurde du commencement du monde, le Big Bang. Bon, d'accord, attends. Si je me souviens bien, c'est justement Fred Hoyle qui a inventé cette expression Big Bang pour se marrer. Ouais, c'était à la radio en 1949 pour tourner en dérision cette théorie ridicule de naissance de l'univers. Et depuis 15 ans, l'expression Big Bang fait rire tout le monde. Alors, ce Big Bang, tant ridiculisé par la communauté scientifique et tout le monde, qui est-ce qui vient de découvrir la preuve de son existence? Devinez, le propre élève de Fred Hoyle. Mais c'est dingue, on croit rêver. Est-ce un gag surréaliste ou une tragédie grecque antique? Tu rigoles, mais pour les Grecs et leur philosophie, c'est une tragédie, comme tu dis. Ah, pourquoi? Mais car si l'univers n'est pas éternel, alors la matière n'est pas éternelle non plus. Et comme elle ne peut pas sortir du néant absolu, ça veut dire que la matière a tout simplement été créée. Bah, je vois pas le rapport. Mais normal, mon vieux, pour comprendre ça, faut connaître le raisonnement de Parménide. Ah, connais pas? Bah vas-y, essaye, raconte-moi, Parménide. Alors voilà, nous sommes en Grèce, au 5e siècle avant notre ère. Le philosophe Parménide fait le raisonnement suivant. Et il n'y a jamais eu de néant absolu, privé de matière et d'esprit. Néant total, 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 absolu. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu un tel néant, il resterait là éternellement et rien d'autre n'existerait. Mais pourquoi il dit que rien n'existerait? Mais parce que rien ne peut sortir ou naître d'un tel néant absolu, puisque ce néant est stérile par définition. On n'en sait rien. Quelque chose pourrait commencer quand même. Non, parce que si quelque chose commençait, ça voudrait dire que ce quelque chose était déjà présent de façon invisible comme un germe microscopique. Ça voudrait dire que ce néant n'était pas un néant absolu. Tu comprends? C'était un néant qui contenait un germe, pas un néant absolu. En effet, ça tient debout, c'est logique. Puisqu'il n'y a jamais eu de néant absolu, et que nous voyons qu'il y a des choses, des montagnes, des océans, des étoiles, comme toutes ces choses n'ont pas pu sortir du néant, ça veut dire que ces choses sont éternelles. Elles ont toujours existé, ou du moins quelque chose est éternel. Quelque chose ou quelqu'un a toujours existé. Et figure-toi que là, sur ce point précis, toutes les philosophies du monde entier de tous les temps sont d'accord avec Parménide. Sans blague, toutes les philosophies du monde entier. Bah, j'aurais jamais cru que toutes les philosophies du monde pouvaient être d'accord sur un seul point. Ouais, je comprends ton étonnement, mais s'ils sont tous d'accord, c'est tout simplement parce que c'est de l'intelligence, c'est une évidence. Puisque rien ne peut surgir du néant absolu, ça veut dire qu'il y a donc quelque chose ou quelqu'un qui a toujours existé et qui est donc éternel. Alors on lui donne ce nom, l'être absolu. Mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est cet être absolu. Il est forcé d'exister, mais on ne sait pas qui c'est. Et c'est là que les désaccords commencent entre les différents courants
de pensée, les différents courants philosophiques et religieux. Chaque grand courant a sa propre idée à propos de cet être absolu. Puisqu'on ne sait pas qui c'est, on peut essayer. Ah oui, car cet être absolu, qui est forcément éternel, puisqu'il n'a pas pu sortir du néant. D'accord. Pour Parménide, cet être absolu, c'est la matière. Ben, bien sûr, puisqu'on voit bien que la matière, elle est là, sous nos yeux. Il y a les montagnes, les océans, les étoiles, des choses qui n'ont pas pu surgir du néant. Donc pour vous, la matière, c'est elle qui est l'être absolu. La matière est donc éternelle. Voilà. C'est comme ça que Parménide est devenu le père, l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le matérialisme athée, sans Dieu. Puisque la matière est éternelle, elle n'est pas créée par un dieu ou plusieurs dieux, elle a toujours existé. Ah oui, c'est-à-dire, sans Dieu, ça veut dire en fait sans aucune intelligence organisatrice. Oui, c'est ça. L'univers est donc seul. Il est éternel, la matière est seule, elle est éternelle. Être athée, ce n'est pas seulement refuser le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, c'est affirmer que l'univers est éternel, que la matière est éternelle. Et voilà que deux types, avec une antenne de téléphone, viennent de découvrir quoi? La preuve que l'univers a commencé. Ben, moi, je rêve. Et ces deux types, c'est nous. Voilà. Quant au rayonnement du Big Bang, appelé le fond diffus cosmologique, l'annonce de sa découverte a provoqué une onde de choc considérable, c'est le cas de le dire. Notre univers n'était donc pas éternel. C'est une idée qui était farouchement refusée avant 1965 car elle ressemblait beaucoup trop aux affirmations de la Bible. Rendez-vous compte, moins de 5 ans avant de réussir à envoyer le premier homme sur la Lune, c'est-à-dire en 1969, eh bien, moins de 5 ans avant, en 64-65, des scientifiques croyaient encore que notre univers avait toujours existé. Une croyance archaïque de l'Antiquité. Mais revenons à Penzias et Wilson, dont la découverte annulait les fausses représentations de notre univers. Il n'est pas éternel et la matière non plus. Si la matière a un commencement, alors qu'elle ne peut pas naître du néant absolu, ben alors, comment est-elle là? Ne me dis pas que la matière est créée, comme on dit. En effet, Wilson, il y a un os, un sérieux os métaphysique. Bien sûr, il y a un os dans ce système. Depuis qu'on a constaté que la matière n'est pas éternelle, alors elle ne peut donc plus être l'être absolu. Alors qui est cet être absolu qui a toujours existé? Bah, faut enquêter. Est-ce que on peut dire que c'est Dieu? Attention, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Je vous le dis, il faut enquêter. Ça serait trop facile de dire, puisqu'il y a un être absolu, c'est le Dieu de la Bible. Non, il faut enquêter. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Et une partie du démarrage aussi de l'histoire de cette idée de Big Bang qui au départ était appelé l'atome primordial par un de ses fondateurs. Voilà, ça c'est une idée qui a eu du mal à s'imposer, surtout que les deux, les deux physiciens qui émettaient cette idée, Friedman et Lemaître, alors étaient très complémentaires puisque Friedman venait de Russie soviétique, mais Lemaître, lui, avait le handicap d'être un prêtre catholique et belge. Alors, même certains utilisent les discussions qui ont été rendues publiques entre le pape Pie XII et le maître. Certains utilisent ces comptes rendus qu'on peut retrouver en disant, vous voyez, il y a eu un débat, finalement le maître n'était pas d'accord pour qu'on utilise cette idée, que le pape... bon, alors, il faut faire le point sur la question pour désamorcer toute erreur et toute fausse piste. Il est exact que le pape Pie XII, quand il a entendu parler des recherches de Lemaître, a été assez enthousiasmé parce que, de fait, comme tout le monde, il a vu que cette idée d'un commencement de l'univers, évidemment, venait confirmer
les hypothèses, les affirmations de la Bible des Hébreux et des chrétiens, enfin que les chrétiens avaient hérité des Hébreux ou pris aux Hébreux, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, voilà, c'était leur bibliothèque commune. La Bible des Hébreux racontait que l'univers avait un commencement et que tout dans l'univers, d'ailleurs, avait un commencement par étapes, des longues étapes, etc. Alors le pape Pie XII était assez content et il a commencé à en parler officiellement. Et alors là, son ami, parce qu'il était vraiment ami, le père Lemaître, est venu le voir et lui a dit, écoutez, très Saint-Père, il est hors de question que vous parliez déjà de cette chose-là. Ah bon, mais pourquoi? C'est formidable, ça ressemble à la Bible. Et oui, mais pour le moment, nous sommes en quelle année déjà? En 1000, ça se passait, j'ai pas noté la date. Enfin bon, en 1951, je crois, il faudra vérifier. Et en 1951, l'hypothèse d'un commencement de l'univers avec ce qu'il appelait l'atome primordial était loin d'être confirmée. On était dans cet espace où les gens travaillaient, cherchaient, etc. Certains étaient radicalement opposés, on verra comme Einstein, si on a le temps d'en parler, et d'autres qui cherchaient, comme Gamow. Bon. Et puis ensuite, comme Dike, qu'on vient de voir. Bon. Mais en 1951, ça restait une pure théorie mathématique. Voyez, donc c'était absolument prématuré d'en parler. Il était hors de question que, vous voyez, ça restait dans notre tiroir du milieu, qui est le tiroir des hypothèses, des outils de travail, des théories, des choses qu'on essaye, qu'on vérifie, hein, pour sortir peut-être du premier tiroir, qui est le tiroir des débats et des croyances et des opinions. Et si on veut, si ça doit aller dans le tiroir des réponses, eh bien, ça doit passer par cette expérimentation, cette vérification. Or, on en était loin, puisque c'est seulement en 1965 que l'annonce a été faite de cette découverte de Penzias et Wilson, qui ont capté le rayon, le fond diffus cosmologique ou le rayon fossile, le rayonnement fossile du Big Bang. Alors, vous voyez, après, des gens se servent de ce débat, enfin, de cette alerte lancée par notre ami Lemaître pour dire au pape n'en parlez pas, comme si le maître avait passé sa vie jusqu'à sa mort en disant n'en parlez pas, n'en parlez surtout pas. Pas du tout. Si le maître a demandé de ne pas en parler, c'est parce qu'encore une fois, c'était dans un tiroir qui ne permet pas d'en parler. C'est le tiroir du travail, du silence, de la recherche, etc. Si un jour ça sort de ce tiroir pour aller dans le tiroir des réponses, alors là, il sera temps d'en parler. Il sera temps même de le diffuser largement, parce que là, ça va intéresser des gens qui se posent des questions, qui seraient prêts à dire oui, bah, le christianisme ou le judaïsme, pourquoi pas, mais bon, j'hésite, il y a des tas de choses qui me dépassent là-dedans, qui me semblent pas toujours rationnelles. Si on me donnait des éléments, je serais prêt à réfléchir. Bon, eh ben, voilà un élément qui, comme vous voyez, n'est en aucun cas, jamais une preuve de l'existence du Dieu de la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais, c'est métaphysique. Mais, enfin, dans ce monde. Mais en tout cas, c'est un indice intéressant pour les gens qui veulent faire un usage normal de leur intelligence et qui veulent confronter ce qui a été dit dans toutes les époques du passé sur l'univers. Eh bien, nous le comparons avec comment est réellement l'univers. Et ben, tant mieux, ça donnera un point à là où les philosophies, les religions qui ont envisagé l'univers avec un commencement un jour sans bien sûr connaître la date ni rien, ça leur donnera un point. Et puis ça suffit pas pour dire que c'est la vérité absolue avec un grand V. C'est la vérité sur cette question. Et on va avancer avec comme ça des vérités que j'appelle des indices qui sont tous vérifiables, qui nous permettent d'avancer. Bon, alors là, en l'occurrence, cette découverte a beaucoup énervé la communauté scientifique parce que ça ressemblait trop au récit biblique. Bon, ben oui, mais enfin, c'est comme ça. On ne peut pas tricher dans une compétition. Alors, j'avais dit qu'on dirait un petit mot sur Einstein. Alors Einstein, vous voyez, les deux, là, Friedman et Lemaitre, sont venus le voir très tôt, dans 1922, je crois, à peu près. Et lui, il n'a même pas voulu regarder leurs calculs théoriques qui évoquaient un commencement de l'univers, un point de départ, un accroissement, c'était trop. Enfin,
il n'a même pas, alors qu'Einstein est connu pour être un type assez ouvert, hein, une intelligence assez ouverte qui justement cherche le réel, cherche la vérité. Mais voilà, on va être étonné de constater que non, il refuse, ça ne l'intéresse pas, c'est impossible, vos théories sont impossibles. Bon, ok. Alors il y a un nouveau congrès international, les deux ont avancé, se sont dit tiens, peut-être qu'il refuse parce qu'il craint pour sa théorie de la relativité restreinte ou générale qui est récente. Donc on va intégrer les calculs, les théories de la relativité dans nos recherches, dans nos calculs, pour montrer à Einstein que ça n'est pas en compétition, ça ne met pas en danger, il peut tout à fait regarder ça tranquillement, il n'y a aucun danger pour lui et pour sa notoriété. Bon. Alors, il lui explique ça, et Einstein dit toujours un même refus radical. Non, non, ça ne peut être que faux, c'est impossible, etc. Il n'y a pas de commencement de l'univers, il est fixe, il est tout à fait fixe, il est immuable, etc. Bon, encore des nouvelles approches, et là, entre-temps, euh, Hubble, le scientifique Hubble, avec des gros télescopes qu'on n'avait pas jusque-là, observe qu'il n'y a pas une seule galaxie, notre galaxie la Voie lactée, mais effectivement plusieurs galaxies dans l'univers. Il le constate, je dirais, avec ses yeux, avec son expérience, et il fait une déclaration comme quoi il y a plusieurs galaxies, et ce n'est pas tout, ces galaxies s'éloignent les unes des autres à toute vitesse, comme un ballon qu'on gonfle. Enfin, bien sûr, c'est une image sordide, mais c'est voilà, un ballon sur lequel vous auriez mis au feutre des points qui vont symboliser les futures galaxies. Vous voyez, les galaxies, ben, sur le petit ballon dégonflé, les points sont rapprochés, mais si vous gonflez le ballon, eh bien, les points vont s'éloigner. Je ne dis pas que l'univers est un ballon, hein, c'est juste une métaphore. Bon. Alors, euh, Hubble publie ça. Et évidemment, ça arrive jusqu'à Einstein, qui déclare il s'est trompé, il s'est forcément trompé, son expérience n'est pas aboutie. Et d'ailleurs, moi-même, je suis tombé sur dit Einstein, je suis tombé sur une théorie qui me paraît très intéressante, qui s'appelle la théorie de la lumière fatiguée. Théorie de la lumière fatiguée. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ça montre que c'est une illusion d'optique. De même qu'on pourrait avoir une illusion d'optique avec des voitures avec leurs feux rouges arrière qui s'éloignent dans la nuit, eh bien vous voyez les feux rouges diminuer, plus la voiture s'éloigne. Bon, eh bien, eh bien avec les galaxies, on croit voir ça, mais en réalité c'est une illusion d'optique. Ce sont les photons lumineux, les particules lumineuses qui se fatiguent, qui s'usent et qui donnent l'illusion d'un éloignement. Vous voyez, on a l'impression que comme ça diminue, qu'il s'éloigne, en fait, ça diminue parce que ça s'use et les photons meurent, disparaissent. Enfin bon, bref, c'est une apparence d'éloignement. Donc, cher ami Hubble, vous avez tout faux et l'univers est définitivement fixe et stable et immuable. Bon. Le grand Einstein, quand même, une des plus grandes intelligences du XXe siècle. Bon, ok. Et puis, comme justement il est honnête, il refait les calculs de cette théorie, qui n'est pas de lui, de la lumière fatiguée. Et en refaisant les calculs, un problème, il y a une ou plusieurs erreurs. Et comme il est très intelligent, il s'en aperçoit. Et là, eh bien, on assiste à quelque chose de vraiment beau. C'est Einstein qui a l'élégance de reconnaître qu'il s'était trompé. C'est d'ailleurs une preuve d'intelligence hein, de faire ça. Il reconnaît qu'il s'était trompé, les calculs étaient faux, il s'appuyait sur cette théorie sans le savoir, maintenant il reconnaissait, non c'est faux, et je reconnais que les galaxies, comme Hubble l'a décrit, comme Friedman et Lemaître l'ont théorisé, les galaxies s'éloignent. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais elles s'éloignent. Alors on lui dit, mais maître, on l'interviewe, on lui dit, mais vous étiez quand même depuis des années quand même acharné contre cette théorie, etc., tout ce qui concernait cette affaire, mais pour quelles raisons? Quelles étaient vos raisons scientifiques? Quelles étaient les équations sur lesquelles vous vous appuyez pour dire ça? Et Einstein dit, non, non, c'est pas des théories scientifiques. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors?
vous, le grand scientifique, alors, qu'est-ce qui vous motivait d'être à ce point acharné, presque hystérique? Et il dit, non, c'était pour moi des motivations philosophiques. Ah, bon, ça, alors vous, Einstein, bloqué dans l'erreur par une philosophie, mais c'est quand même incroyable. Enfin, on s'attendait pas à ça. Ah, bah écoutez, chacun a sa philosophie. D'ailleurs, on voit bien que les différents philosophes, pardon, scientifiques, sont sous-tendus par une philosophie. Chacun a sa représentation du monde qu'il va ensuite essayer de faire valider plus ou moins ou confirmer, c'est normal, ou alors il s'appuie sur des choses déjà confirmées. Bref, Einstein dit bah, c'est très simple. D'ailleurs, si on passait en revue les différents courants philosophiques, vous le trouveriez tout seul. Il y a une philosophie, il y a un philosophe qui a envisagé, enfin il y en a plusieurs, mais un très intéressant qui a envisagé que le monde est absolument fixe et doit rester fixe, non pas par pure idée, mais vous allez voir pourquoi, c'est Spinoza, le grand philosophe Spinoza, qui a, qui explique que pour lui, euh, il n'y a pas de Dieu. Hein, le Dieu de la Bible, de ses pères, c'est de la superstition, c'est nul, c'est de la bêtise, c'est de l'enfantillage. Donc, puisqu'il n'y a pas de Dieu créateur personnel, eh bien, c'est l'univers lui-même qui est l'être absolu de Parménide, on pourrait dire. C'est l'univers lui-même, c'est la matière elle-même qui est le grand tout, la cause de toute chose, hein, l'être absolu de Parménide, vraiment. Et donc, il faut donner à cet univers tous les prédicats de l'absolu. Et donc, comme l'a dit Parménide, eh bien, l'être absolu, il est éternel. Et bien sûr, il ne connaît ni modification ni diminution, sinon ça ne serait pas un être absolu, il serait déjà plus là s'il devait diminuer et disparaître. Il est éternel dans le passé et il est éternel dans le futur. Et donc, le monde, l'univers lui-même est absolument fixe, comme voilà, un beau cosmos tout fixe qui a toujours existé et qui existera éternellement. Ça, c'est nécessaire. Voyez. Alors, bon, parfait. C'est pour ça, dit-il, il était hors de question que ces messieurs, Friedman et Lemaître, Gamow, tout ça, Hubble, viennent prétendre être plus forts que le grand Spinoza. Pour moi, c'était cohérent, ça marchait. Mais je reconnais que là, je me suis trompé, ce sont eux qui avaient raison. L'expérience, d'ailleurs, l'a prouvé, c'est ce qui permet ensuite de valider une hypothèse dans le tiroir des réponses. Euh, voilà, c'est démontré. L'univers n'est pas fixe et immuable. Il ne peut donc pas être l'être absolu de Parménide ou de Spinoza. Et l'univers a bel et bien eu un commencement. Alors, il y a des gens qui vont vous pinailler un peu en disant attention, le Big Bang n'est pas la preuve du commencement de l'univers, ce n'est pas l'instant zéro, ce n'est pas l'instant zéro, il faudrait trouver l'instant zéro pour que ce soit la preuve. Bon, bon, si vous voulez. D'ailleurs, ça dépend de ce qu'on appelle le Big Bang. Certains appellent Big Bang l'hypothétique instant zéro, où il est vrai que nous ne pouvons pas aller, et les scientifiques, pour le moment, nous expliquent pour quelles raisons on ne peut pas y aller. Mais cet hypothétique instant zéro, on se rapproche beaucoup. On se rapproche beaucoup parce qu'on peut avancer par la recherche jusqu'au tout près de lui. Et certains autres scientifiques ou philosophes appellent Big Bang non pas l'instant zéro que nous ne connaissons pas, mais l'instant le plus lointain que nous connaissions et qui remonte à 13,81 milliards d'années et qui est dans la première seconde qui suit l'instant zéro. Vous voyez, on pourrait dire c'est pas le premier dixième ni centième de seconde, hein. Ensuite 3 zéros après la virgule, ça donne millième, milliardième, millième. Vous voyez, non, on va jusqu'à 42 zéros après la virgule de la première seconde qui suit l'hypothétique instant zéro, d'après, bien sûr, d'après les gens qui mettent des découvertes dans le tiroir des réponses. Donc on va quand même très loin. Alors, on ne va pas jusqu'au bout. Il y a ce qu'on appelle le mur de Planck, hein, du nom de Max Planck, un grand physicien. Le mur de Planck qui nous apprend qu'on ne peut pas aller au-delà parce que au-delà, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de chaleur. Et puis surtout parce que les quatre grandes lois de la nature qui vont régler l'univers
par la suite, eh bien ces quatre grandes lois sont en une seule, et que là, on n'y comprend rien, on ne trouve pas les équations, etc. Voilà. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, de même qu'on reparlera des grands courants de pensée qui sont nés à partir de Parménide, hein, pour essayer d'expliquer ce monde. Et puis nous verrons comment, peut-être maintenant, parce que pas mal de ces courants de pensée s'écroulent l'un après l'autre, on va regarder ce qui reste, et puis on va voir aussi les nouvelles, peut-être laisser la place à des nouvelles suggestions, comme celle de Stephen Hawking, regretté, qui disait, pour moi, l'explication de tout dans l'univers, c'est la force de gravitation universelle. Bon, vous voyez, c'est son opinion. Maintenant, il faut voir si une force de gravitation universelle pourrait répondre aux demandes de l'être absolu de Parménide, ou si justement une force, une loi de la nature, si elle peut se justifier par elle-même. Est-ce qu'elle peut se justifier d'être éternelle dans le passé, éternelle dans le futur? Est-ce qu'une loi de la nature qui est capable bien sûr de faire beaucoup de choses, mais pourquoi celle-là d'ailleurs plutôt qu'une des trois autres qui sont dans le bouquet de départ? Voilà, on continuera tout ça la prochaine fois, parce que le temps tourne et je ne voudrais pas abuser de votre patience. En tout cas, merci d'être là, et on se dit écoutez, à demain tout simplement, et portez-vous bien, restez chez vous comme on dit, et voilà, et bon courage pour tout le monde. Ciao, ciao.